avec un nouveau podcast. Donc moi c'est Marie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le pseudo Brimborion et Co. Donc comme promis, je reviens après à peu près un mois d'absence euh, pour vous parler donc essentiellement de mon métier et donc du monde de la haute couture. Donc un mois d'absence parce que je n'ai presque pas tricoté. Et puis aussi, je pense que je vais me tenir à ce rythme parce que je ne tricote pas si vite que ça. Et puis comme ça, bon, voilà, on va dire que celui-là, ça sera le podcast de février. Et donc il y aura le podcast de mars, d'avril, de mai. Voilà. Donc voilà. Donc je vais d'abord vous présenter mon métier. J'ai eu beaucoup de retours positifs suite à mon premier podcast et nombreuses d'entre vous ont voulu en savoir plus. Donc moi, ça me fait énormément plaisir que vous vous intéressiez à cet univers-là. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais vous parler de cet univers. Donc pour replacer un peu, donc moi je commence à faire des et à bégayer, donc ça va pas. Donc, j'ai fait un bac général. J'ai toujours été attirée par des études artistiques, sauf que en troisième, quand il faut choisir son orientation, j'aurais bien voulu faire un bac STI, art appliqué, mais ça aurait demandé de partir de chez mes parents. Et je pense que je n'étais pas encore prête à l'âge de, je sais pas quel âge on a, 14 ans, 15 de partir de chez mes parents pour aller étudier, faire des études d'art. Donc j'ai décidé donc de rester dans ma ville, de faire un bac général économique et social. Donc voilà. Sauf qu'en terminale, c'était décidé, je ne voulais pas faire d'études, on va dire normales, je voulais vraiment m'orienter dans le domaine artistique. Et en particulièrement dans la broderie. Alors pourquoi ça m'est venu? Je pense que j'ai vu un film qui s'appelle Les Brodeuses. Je sais plus de qui. Il y a une actrice connue, Adriana Phil quelque chose. Enfin bref, ça m'a donné envie de faire ce métier-là. Donc quand j'ai dit ça à la conseillère d'orientation, elle m'a un peu rionnée. Elle m'a pas du tout aidée à trouver de formation. Donc en fait, avec ma mère, on a un peu cherché toute seule. Donc mes parents m'ont encouragée, ce qui aurait pu ne pas être le cas parce que c'est quand même des études un peu particulières et je pense que ça peut effrayer certains parents de laisser leurs enfants aller dans cette voie-là parce que dans les, dans les centres de formation, enfin de documentation pour les études, ils disent en gros que c'est une filière où il n'y a pas trop de débouchés, tout ça. Mais bon. Donc j'ai fait comme formation donc un brevet des métiers d'art. Donc en fait c'est un niveau bac, c'est un bac pro. Et donc ça s'appelle un BMA, brevet des métiers d'art, option broderie, haute couture. Donc voilà, donc après mon bac, j'ai repassé un bac. Voilà, donc ça m'a tout de suite plu, on nous apprend les différentes techniques de broderie. Donc ça se passe en 2 ans. Voilà. On nous apprend donc la broderie au crochet de Lunéville. Donc j'ai pas mes affaires de brodeuse, mais en gros c'est comme un crochet pour faire du crochet. Sauf que il y a une aiguille, enfin c'est le crochet, il est de la taille d'une aiguille en fait, aussi fin qu'une aiguille. Il existe différentes tailles. Et donc ce petit crochet sert à chercher le fil ou une matière et à le plaquer contre le tissu. Bon, ça a l'air pas très clair comme ça, hein, j'ai rien pour démontrer, mais je pense mettre une vidéo de mon travail, une vidéo qui a été faite à mon travail, à mon atelier, et on voit clair, je crois qu'on voit très bien les brodeuses faire ça. Donc je mettrai le lien dans les commentaires si ça vous intéresse d'aller voir la technique en fait. Puis, bon, ça résumera tout ce que je vous dis aussi.
Donc on apprend le crochet Neville, donc qui est vraiment la technique utilisée dans la haute couture, c'est la technique phare de broderie. Et on apprend aussi tout ce qui est broderie à l'aiguille, donc voilà, tous les différents points. Et on apprend aussi des techniques un peu anciennes, bon, je ne sais pas si ça veut dire de la couchure, de la broderie d'or. Bon, celles-là, on les survole un peu comme technique, enfin bon, en 2 ans. Et donc ça, vraiment, les techniques de broderie, on les apprend la première année. Et la deuxième année, on se concentre sur... On a des stages à faire. Et on a aussi un dossier de fin d'année à monter où il faut faire tout un projet. Voilà, c'est super intéressant à faire. Moi, ça m'a énormément plu de faire ce projet. J'ai fait sur le thème du mimétisme animal, donc j'ai rencontré beaucoup de succès avec ce projet. J'ai eu même une très bonne note. J'ai participé aussi à un concours de la SEMA à l'époque, ça s'appelait la Société des métiers d'art, que j'ai remporté au niveau national. Donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Donc après cette formation donc en BMA, j'ai voulu continuer mes études parce que bah, on va dire que je voulais pas être une simple exécuteuse. Le côté créatif m'avait énormément plu et donc je voulais absolument développer ce côté-là. Donc j'ai fait d'abord une remise à niveau en art appliqué puisque je n'avais pas fait un BTS STI art appliqué. Donc j'ai fait une MANA à l'école du Perret, donc c'est une école de mode. Et ensuite, j'ai fait un BTS design textile à l'école Olivier de Serres. Et donc, ce BTS, donc je vous en avais parlé un petit peu dans le podcast précédent, où on apprend à manipuler différents matériaux, à dessiner des motifs. Donc à comprendre les lois, enfin des motifs, les raccords, les semis, enfin c'est des termes, voilà. Et toutes les techniques qui peuvent être liées donc, au design textile, donc la broderie, la sérigraphie, la teinture, un peu de couture, le tissage, j'en oublie sur ça, enfin l'impression textile sous toutes ses formes, voilà, j'en oublie sûrement, mais voilà. Donc après mon BTS, j'ai eu envie de partir à l'étranger. Donc grâce à la Fondation Leonardo, donc c'est une formation qui permet à des jeunes d'aller faire un stage en Europe. Donc j'ai fait un stage de 6 mois à Milan, donc en tant que dans un atelier de broderie en tant que dessinatrice. Voilà, donc ça m'a énormément plu. Je parlais déjà italien, mais là je suis bilingue quasiment en italien. Enfin, j'ai un peu perdu depuis, mais donc voilà, ça m'a beaucoup plu de découvrir l'Italie, qui est finalement un pays juste à côté, qu'on croit vraiment comme la France, mais quand même, la différence culturelle m'a quand même... Enfin voilà, c'était chouette de s'immerger dans cet univers italien, de la mode italienne aussi. Et donc ensuite, quand je suis revenue de mes 6 mois de stage, donc je suis allée... en fait, dans toute ma formation, j'ai fait la première année de mon BMA, j'ai fait un stage dans l'entreprise Urel, donc il y a un atelier parisien de broderie. Et en fait, à chaque collection haute couture, je retournais travailler en CDD pour me faire un peu d'argent et pour aider pour les collections. Et donc, juste après mon stage en Italie, je suis retournée chez eux en tant que brodeuse pour le mois de juin. Et ils m'ont embauchée quasiment après le mois de juillet, j'ai travaillé chez eux. Il y a eu les vacances au mois d'août. Et au mois de septembre, ils m'ont donc embauchée en CDI. Et donc moi, ce que je voulais quand même, c'était la base, comme je l'ai dit, c'était conserver le côté créatif. C'était magnifique d'être en broderie. On voit des choses, enfin, de pouvoir réaliser de ses propres mains une broderie haute couture, c'est génial de participer à ça. Mais moi, au fond de moi, ce que je voulais, c'est vraiment participer au processus créatif. Donc j'ai fait une demande, puis suite à toutes mes formations, donc d'être au dessin. Donc
En fait, pour vous expliquer, donc dans un atelier de broderie, il y a les brodeuses donc, qui brodent les modèles. Donc si vous voulez, elles sont vraiment plus exécutifs, c'est-à-dire qu'elles suivent un patron, un calque en fait, où il y a le dessin dessus. Il y a toute une légende et elles doivent vraiment respecter mot pour mot toute cette légende, tout le dessin, enfin voilà, et appliquer les différentes matières au bon endroit. Et donc voilà. Et il y a aussi le métier donc, de dessinatrice. Donc ce métier, donc mon métier à présent, donc il se décompose en fait en deux parties. Donc il y a une partie créative, donc c'est-à-dire qu'on crée des échantillons pour les clients, pour avoir toute une base de données, tout un panel de broderies à présenter aux clients. Donc une partie de l'année, quand c'est pas des collections si vous voulez, on crée des broderies, des petits échantillons, donc format A4, A3, enfin, et on en crée une multitude. Et donc voilà, c'est libre cours à notre imagination. Donc nous, on n'a plus, chez Urel, on n'a plus de directeur artistique. Donc ça peut être un inconvénient, mais en même temps, pour nous, les dessinatrices, c'est un avantage puisqu'on fait ce qu'on veut. Donc ce qui me passe par la tête, vraiment, j'essaye de développer d'autres idées, de choper un peu aussi des techniques, un peu des loisirs créatifs et de les mettre un peu dans la broderie. Par exemple, le tissage de perles, le crochet, le tricot, j'ai pas encore osé, mais donc voilà. Donc on fait des échantillons, on crée des échantillons, donc on a à notre disposition plein de matières, des perles, des paillettes, des strass en cristal Swarro, enfin vraiment des tas de choses, donc beaucoup de Swarro, moi j'aime beaucoup ce qui brille, j'aime beaucoup utiliser Swarro, voilà, et donc voilà. Donc il y a cette partie-là, création. Et il y a la partie aussi dessin, adaptation d'une broderie sur un modèle et sur un habit. Donc, c'est-à-dire que par exemple, notre échantillon d'origine qui a été choisi par exemple par un client, ben, c'est un rectangle voilà, plat et tout. Et ensuite, notre rôle, eh ben, c'est de l'adapter aux vêtements du créateur, de transposer au corps de la femme. Donc, une ligne droite qui peut être droite sur un dessin, et ben pour qu'elle soit droite sur un corps féminin, et ben elle sera pas droite, elle sera en courbe. Donc il faut vraiment adapter les dessins. Et puis bon, sur un vêtement, ben il y a les raccords de motifs. Donc dans le commerce, il y a plus ou moins de raccords, voilà. Et dans le prêt-à-porter aussi. Mais vraiment dans la haute couture, bon, je sais que normalement il faut tout raccorde dans le commerce, c'est mieux quand même. Mais donc nous, c'est une obligation, tout doit raccorder. Donc les épaules, les manches doivent raccorder avec l'encolure, enfin partout, en fait tout. Et ça, c'est assez compliqué. On ne nous l'apprend pas à l'école, c'est vraiment une adaptation, enfin c'est un savoir-faire qui s'acquiert avec le temps. Au début, j'ai beaucoup galéré. Et puis bah, maintenant, ça va un peu mieux, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. C'est vraiment... chaque modèle est différent, chaque modèle a son lot de problèmes pour adapter enfin, le dessin la broderie au modèle. Donc, donc on fait ces dessins-là sur des calques, donc très grands, où on reporte le patron en fait du vêtement. Et ensuite, donc on crée ce dessin sur ce calque. Et ensuite, on légende. Donc la légende est de couleurs vraiment très très vives pour que les brodeuses se rendent vraiment compte tout de suite de là où elles doivent mettre les matières. Donc voilà. Donc bon, je vais vous montrer une photo d'un dessin, voilà, pour que vous vous rendiez compte. Sachez que normalement, j'ai pas trop le droit parce que c'est quand même un peu une technique un peu confidentielle. Mais en même temps, bah déjà, bon, ça fait de la pub à mon entreprise, hein, voilà, on va dire que je me justifie un peu comme ça. Et je trouve ça important aussi de montrer aux gens ce que c'est, les savoir-faire français. Et parce que bon,
Là, je vous fais un peu rêver, peut-être avec ce que je vous dis, mais on va dire que, mis à part le fait de voir les défilés et de voir les modèles portés, on va dire, j'ai pas beaucoup de reconnaissance. Donc ça me fait plaisir de partager mon métier et de faire découvrir aux gens aussi ce que je fais. Voilà, en tant que dessinatrice, que c'est vrai que peut-être vous avez déjà vu des reportages sur des brodeuses, haute couture, mais c'est vrai que les dessinatrices, bah, finalement, elles sont un peu dans l'ombre, on n'en parle pas tellement. Encore moins que les brodeuses, déjà qu'on parle pas beaucoup des brodeuses, donc voilà. Donc je vais peut-être pas forcément le droit, enfin bon, c'est un peu flou, mais bon, c'est pas très apprécié de montrer voilà ce qu'on fait dans les ateliers. Mais en même temps, je le fais de manière correcte. J'estime que voilà, je fais quand même de la pub positive et donc voilà, donc j'ai envie de montrer ce que je fais à mon travail. Donc je vais vous montrer quelques photos de dessin. Voilà. Donc comme vous pouvez les voir, les calques peuvent être vraiment très colorés et ça représente le dessin de ce que va être la broderie, mais pas forcément le rendu final, puisque ça va être ensuite des... J'arrête pas de me gratter, je suis désolée, il y a un truc qui me démange. Et donc ça représente pas forcément le rendu final de la broderie. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc là, je sors d'une période de collection. Donc il y a la collection de janvier qui est pour le printemps-été 2016. Oui, été 2016. Donc ma période vraiment, c'est une période où il y a énormément de travail, où je me consacre, on va dire corps et âme à mon travail, qui ça demande beaucoup de sacrifices de temps et socialement aussi. On va dire que pendant un mois et demi, je n'ai pas vu beaucoup d'amis. Mes amis, je suis pas beaucoup sortie, très peu vu ma famille aussi. Donc c'est un sacrifice quand même que je dois faire plusieurs fois par an. Mais en même temps, bon ben, c'est moi qui ai choisi ce métier. Hein. Je le savais dès le départ qu'il y aurait des sacrifices à faire dans cette période de collection. Mais en même temps, c'est une période extrêmement gratifiante où il se passe plein de choses et où on fait vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc en fait, environ 2 mois avant les collections, les créateurs viennent chez nous pour choisir des échantillons ou alors ils nous proposent des thèmes. Donc par exemple, cette année, le thème de la maison Chanel, c'était le thème de l'écologie et nous, on a dû faire des échantillons en bois. Donc autant vous dire que le thème bois, c'est pas un thème très courant. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on voit par exemple à cousu main, c'est-à-dire qu'on a un thème et qu'on propose des échantillons sur ce thème-là. Et donc le thème bois, ben, c'est vraiment pas un thème courant. Donc voilà, donc on a dû faire appel à des nouveaux matériaux, pas forcément faciles à trouver. Donc, enfin, c'est rare de trouver des matériaux en bois. Voilà. Voilà. Et ensuite, par exemple, le thème Armani, c'était la nacre. Voilà. Donc, on a fait des échantillons sur de la nacre. Donc après, ils ont chacun leurs exigences. Par exemple, Armani ne voulait pas de la nacre blanche, il voulait de la nacre un peu mauve, irisée, tout ça. Et un autre thème aussi, la maison Valentino voulait s'inspirer des tissus Fortuny. Donc c'est des tissus qui sont inspirés de tissus anciens vénitiens. Donc voilà, beaucoup de plissés, ce genre de choses. Donc nous, généralement, soit ils se servent dans nos archives, dans nos échantillons, soit on leur crée des nouveaux échantillons. Ensuite, ils choisissent des échantillons. Donc là, c'est toujours un plaisir, on va dire, d'être choisi. Donc moi, j'ai eu la chance d'être choisie, d'avoir 3 échantillons à moi qui ont été choisis par Chanel, 2 échantillons qui ont été choisis par Armani.
Et Valentino, en fait, eux, généralement, ils choisissent des archives. Ce que j'appelle archives, c'est des échantillons qui sont très très vieux, puisque, bon, je voudrais pas dire de conneries, mais la maison Hurel a plus de 150 ans, je crois. Voilà, donc on a beaucoup d'archives très anciennes. Et donc, certains créateurs ont la possibilité de prendre dans ces archives. Donc, c'est un grand, on va dire, un grand honneur parce que c'est des archives qui sont vraiment très, très fragiles. Et voilà, donc par exemple, la maison Valentino raffole d'archives. Voilà. Donc, nous, ensuite, on doit essayer de retrouver des techniques un peu disparues ou des matériaux un peu disparus ou de donner l'espèce vieilli, puisque le client, lui, voit un échantillon qui est vieux de 150 ans, ben, maintenant, avec les matériaux qu'il y a maintenant, c'est un peu difficile d'avoir cette patine où le tissu est froissé. Donc, on essaye, c'est pas toujours évident de retrouver donc, ce genre de broderie ancienne. Donc, voilà. Donc, comme je disais, donc j'ai dessiné donc différents modèles pour les différentes maisons. Donc, je vous montre donc le premier modèle que j'ai dessiné pour Chanel. Donc, c'est un modèle. Donc, voici la photo du résultat final. Et donc, la broderie, donc c'était un genre de marinière. Enfin, moi, je l'ai fait comme ça parce que Coco Chanel, marinière, bon, voilà, ça avait un lien. Et donc, c'est une marinière faite donc, de paillettes de bois et de perles en bois. Donc voilà, le premier modèle donc, qui se composait d'une jupe et d'un haut à manches longues. Ensuite, le deuxième modèle, donc voilà. Donc c'est une veste pour homme. Donc c'est rare pour moi de faire des vestes d'hommes brodées. Et en fait, c'est un hommage en fait à David Bowie. Donc Karl a voulu faire un hommage et donc il a choisi ma broderie. J'étais contente. Donc là, c'est un genre de la broderie, c'est des fonds pleins, un peu effet militaire. Bon, c'est pas voulu, mais en fait, on a une alternance de perles Miyuki et de perles en bois. Voilà, dans les tons chers, clairs, voilà. Et ensuite, la troisième que j'ai créée et dessinée, donc c'est celle-là. Voilà, donc là, ce sont des carrés de mosaïque en bois. Et donc, avec des genres de petits boudins, enfin je sais pas trop comment dire, de tissage de perles Miyuki. Donc voilà, donc ça c'était un peu l'utilisation du tissage. C'était un peu un truc qu'on n'avait un peu jamais fait, donc j'étais contente que ça soit choisi parce que c'était pas une technique, on va dire, traditionnelle. Puis de mélanger du bois comme ça. Enfin, moi, je dis pas que c'est portable, mais le rendu vraiment sur le podium était vraiment chouette, ça m'a vraiment plu. Et ensuite, j'ai aussi fait ce dessin-là, mais c'est pas moi qui ai créé la broderie, donc voilà. Donc, alors vous voyez par exemple ce dessin, c'est un dessin géométrique, donc c'est que des carrés. Et il faut savoir que les dessins géométriques, c'est vraiment les plus compliqués à faire parce que le corps de la femme est tout en rondeur et que faire rentrer dans les courbes, enfin je sais pas comment dire, mais que des lignes droites dans un patron où il y a que des courbes, et ben, c'est compliqué, il faut tricher. Et donc, mon rôle, c'est de tricher sans que ça se voit. Voilà. Donc, c'était un peu un challenge de faire ce dessin. Voilà. Donc, j'en suis fière. Ensuite, j'ai aussi fait deux modèles Armani. Donc, voilà. Donc, c'est le premier. Oula, je suis perdue. Donc, plein de petites barrettes avec des strass Swarovski. Bon, là, on voit pas forcément le thème nacre, mais il faut savoir que Armani, pour les séduire, il faut mettre beaucoup de strass et beaucoup de Swarovski. Ils aiment beaucoup ce qui brille. Voilà. Et donc, le deuxième, c'est ce modèle-là. Donc, alors attendez, parce que là, moi,
coupe, on coupe. C'est quoi le deuxième modèle armatique que j'ai fait? Oh, j'ai un trou. Bon, je vous mets la photo et tant pis, vous aurez pas les explications. Oh, la honte, j'ai un trou, j'ai un trou, j'ai un trou. En plus, je filme avec mon téléphone et les photos sont sur mon téléphone, donc je peux pas les regarder. Tant pis. Vous n'aurez pas d'explication sur ce modèle-là. Mais bon, je sais plus ça va être le thème de la nacre ou pas. Ah si, ça y est, je me souviens. Il y a plein de Swarrow et tout. C'est des dégradés de violet. Voilà, et ça brille. Donc voilà, donc modèle que j'ai adoré créer et que j'ai adoré, que par contre j'ai moins aimé à dessiner parce que c'est pareil, c'est une histoire de quinconce, de matière qu'on peut pas changer la taille et donc bon, c'est la galère à dessiner, mais bon, le résultat est là et je suis bien contente. En fait, ce qui est bien, c'est quand on voit les défilés, on voit pas comment on a galéré en fait pour dessiner les trucs. Voilà. Mais bon, c'est ça aussi qui fait rêver, c'est que ben, on voit pas les heures et les heures d'efforts derrière les broderies, quoi, et derrière, parce qu'ensuite il y a tout le travail aussi des couturières, tout le travail de création, avant le travail de modelage de modélisme, enfin de la tenue, tout ça. Donc en fait, c'est tellement frustrant, on se dit ouais, ça défile en 5 secondes, c'est passé, mais on voit pas qu'il y a genre 500 heures de travail, voire je crois qu'il y a une des broderies qu'on a fait là à mon atelier qui a 2000 heures de travail. Donc pour vous rendre compte, voilà. Donc ensuite, le dernier modèle que j'ai dessiné, donc c'est pas moi qui ai inventé la broderie, donc c'est un modèle Valentino, mais qui est juste genre magnifique. Alors la maison Valentino, c'est un peu spécial, ils font beaucoup de trucs tenues un peu romaines et tout, enfin ça fait très vintage, très ancien. Au début, j'aimais pas trop, mais maintenant j'adore parce que justement, ils travaillent avec des archives et je trouve ça vachement intéressant. Enfin, ça change du processus créatif d'habitude et donc voilà. Donc là, donc c'est eux qui voulaient ce dessin d'un peu de, donc je vous montre la photo. Voilà. Et la photo de la broderie aussi. Donc c'est un genre de phénix pan géant, mais le truc, il faisait une pièce entière quoi. Enfin, il fait la taille de mon appart. Voilà. La jupe entière fait la taille de mon appart, donc 24 mètres carrés. J'exagère peut-être, mais vraiment, on peut mettre la jupe à plat dans mon appart. Donc vraiment un travail de fil avec de fils d'or, des perles, enfin des techniques de broderie ancienne. Vraiment, c'est un travail magnifique qui a représenté un mois de travail par des brodeuses. Enfin, vraiment un des plus gros modèles que j'ai dessiné. Et bon, il a été assez difficile à produire aussi parce que vraiment le dessin est assez précis et bon, alors là, c'est un motif figuratif, donc ben, c'est moins compliqué qu'un motif géométrique, mais bon, il y a tellement de détails que voilà. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que le dessin en fait. Parce que nous, on voit notre but de dessinatrice, c'est le dessin, mais pour apposer le dessin sur le tissu, il y a tout un travail. On doit piquer le calque de plein de petits trous pour ensuite passer une poudre sur ce calque. Et cette poudre va être sur le tissu qu'on va ensuite fixer. Et ça va donner la base de travail pour les brodeuses. Il faut savoir que ce genre de travail sur des modèles qui font 2-3 mètres d'envergure, c'est très éprouvant. On n'a pas forcément beaucoup de place dans un atelier parisien. Donc, enfin, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, voilà. Donc voilà la conclusion bah, la production, on va dire, de cette collection donc de janvier. Donc elle a demandé beaucoup d'investissement comme je vous disais. Bon, je veux pas me plaindre, hein, c'est vraiment super, mais par exemple, pour vous donner une ordre d'idée d'investissement personnel, c'est du 70 à 76 heures par semaine. Donc bon, c'est pas très légal, hein, mais voilà, c'est consenti. Et puis bon, on est payé, hein, bien, en période de collection, du coup, on est payé le double. Donc
voilà, ça permet de faire des projets, de partir en vacances, de mettre de côté, de craquer par exemple au sol, de craquer pour de la laine. Donc moi, on va dire cet accord où je sacrifie ma vie pendant 1 ou 2 mois me convient, puisque ensuite je peux me faire plaisir. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite... Ah, si, je voulais vous montrer un truc que je vous ai pas montré. J'ai pas de crochet, mais je peux vous montrer sur quoi travaillent les brodeuses. Enfin, en fait, elles travaillent pas sur un tambour, elles travaillent sur un métier. Donc moi, j'en ai un que mon papa m'a fait. Donc c'est pour ça aussi que je voulais le montrer, parce que c'est un peu un métier à broder d'apparat. Donc je vous le montre. Hop. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir grand chose, parce qu'il est un peu grand. En gros, ça se présente comme ça. Donc il y a 2 petits... Voilà, alors je remets le petit nœud. Voilà. Donc si vous voulez, la brodeuse, elle est... une fois que ça c'est monté, voilà, bon c'est un peu... Hop, il y a des lacs comme ça qu'on met ici. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. Hop, voilà. Alors attendez, hein, je le monte comme ça, vous verrez bien. Donc en gros, ça se présente comme ça. Je sais pas trop si vous voyez. Voilà, la même chose de l'autre côté. Et en fait, elles cousent le tissu. Alors, je vais mettre ça comme ça. Elles cousent le tissu sur ça. Enfin, elles cousent, hein. Moi je le fais aussi, hein, parce que je brode aussi des fois pour moi. Bon, pas souvent, mais voilà. On coud le carré de tissu sur ça. Ensuite, on tire. Voilà, on tend. Donc ça fait vraiment un... Alors attendez. Ça fait vraiment un rectangle comme ça. On met des clous pour fixer. Et ensuite, on tire de l'autre côté ici avec des genres de rubans. Et donc ensuite, on a le métier qui est comme ça devant nous sur des tréteaux. Voilà. Bon, alors là, Et ensuite, avec un crochet ou une aiguille, voilà. Donc je vous dis que c'est mon papa qui l'a fait parce qu'il a tout gravé de petites rosaces. Voilà. C'est superbe. Il m'a fait ça pour mon anniversaire. Quand même un super beau travail de gravure sur bois. Donc bon bah, je lui rends hommage en vous le montrant parce qu'il est quand même trop beau. Je m'en suis jamais servi parce que j'ai peur de l'abîmer. Et qu'en ce moment, bah, bon, mon anniversaire était en novembre, là il y a eu les collections, donc j'ai pas trop pu broder non plus. Hein. Mais donc voilà à quoi ressemble un métier. Et donc ça par exemple, là c'est une taille de... Il fait 1 mètre, je crois. Mais par exemple, on en a de 3 mètres, 4 mètres à l'atelier. Donc bon, voilà. Donc ça me prend plus d'1 heure à monter un métier de 4 mètres, quoi. À plusieurs. Parce qu'il faut savoir que les brodeuses, elles brodent à plusieurs sur un morceau. Donc il faut... attendez, je pose le métier. Il faut qu'elles aient toutes la même main, enfin qu'on ne voit pas de différence de broderie entre les brodeuses, quoi. Donc, et en période de collection, c'est assez dur physiquement aussi pour elles. Parce que tu es assise toute la journée, la vue, tout ça. Bon, tu vis 24 heures quasiment sur 24 avec quelqu'un en face de toi. Bon, voilà, c'est un monde de femmes. Et il y a quelques petites tensions, tout ça. Mais bon, généralement, dès que la fin de la collection est terminée, tout rentre dans l'ordre. Et puis, on est toutes fières du travail accompli. Et vraiment, la plus belle récompense, c'est de voir les photos des modèles. Voilà, les défilés. Voilà. Je vais rester sur cette note positive et vous parler un petit peu de tricot. Un petit peu parce que, bah, bien sûr, pendant cette période, je n'ai pas beaucoup tricoté. Puisque, ben, au début, ça va, on fait les heures, tout ça, on a encore... mais à la fin, on est tellement crevé. Moi, je sais que je dormais dans le métro et puis le soir, ben, je rentrais en taxi. Donc voilà, puis une fois chez moi, je dormais direct et donc je ne tricotais pas. Donc, je vais vous montrer un projet qui est presque fini. Il me reste plus que la petite pointe. Donc, c'est mes chaussettes. Donc, je vous avais déjà présenté dans mon premier podcast. Donc, mes chaussettes en laine Eden Yarn. Donc, voilà, la première est finie. Voilà, et j'ai presque fini la deuxième. Donc, je vous montre. Donc, bon, là, elle est... Ah!
est emmêlé. Voilà. Donc là, il me reste plus que la pointe à faire et elle sera finie. Donc je pense la faire cet après-midi. Donc je vous remontre le petit papier. Donc c'est de la laine Eden Yarn que j'ai réussi à avoir à sa dernière vente. Voilà, donc j'étais trop contente. Et donc c'est de la laine autorayante, coloris Bella. Et oui, elles parce qu'elles sont belles là. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup le principe donc de la laine autorayante. Et puis alors là, pour le coup, les couleurs sont super pop et j'aime beaucoup. Donc pour mes chaussettes, donc moi je commence en haut. Donc je commence par les chevilles, je monte 64 mailles, je fais des côtes de 2, ensuite je fais en jersey, généralement c'est cette hauteur là, je fais pas plus haut parce que j'ai des gros mollets et donc voilà. Donc vous devez entendre souvent les bons pieds, mais parce que j'habite juste à côté d'un hôpital. Voilà, c'est pas très joyeux, mais donc ça fait du bruit là. Aujourd'hui, ça fait déjà le 3e, je crois, qui passe, mais bon. Donc ensuite, je fais le talon Fish Lip Kiss Heel. Ensuite, je continue sur le coup de pied et je termine suivant les diminutions de les Hermione Sock Everyday Socks. Voilà. Donc voilà, c'est mes petites chaussettes, j'adore porter les chaussettes en laine et j'adore avoir c'est mon projet métro du matin et du soir. Voilà, je dois tricoter peut-être 2 rayures dans un trajet de 45 minutes. Bon, je ne fais pas très vite, hein, mais bon, quand je trouve une place aussi. Donc voilà, donc j'adore aussi, moi j'avais déjà dit, le fait qu'on puisse faire le talon, la pointe et les côtes d'une autre couleur. Donc j'aimerais bien. Oui, nous avons été coupés, j'ai reçu un appel, voilà. Donc j'espère qu'au montage j'arriverai à tout bien mettre et que vous vous apercevrez de rien. Donc je disais que j'aimerais bien trouver une autre laine auto-rayante pour faire d'autres chaussettes, voilà. Mais bon, en même temps, dans mes prochaines chaussettes, je vous en parlerai après, mais j'ai déjà plein d'idées. Je voudrais me faire une paire de chaussettes jaune fluo. Et puis j'ai teint de la laine moi-même, donc j'ai déjà deux écheveaux de laine pour faire des chaussettes. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Donc voilà, donc celui-là on peut considérer comme c'est un projet presque fini, qu'il est fini. Voilà, parce qu'il va être fini cet après-midi. Enfin, tout à l'heure, parce qu'on est déjà l'après-midi. Voilà. Donc ce projet-là. Ensuite, j'ai rien avancé d'autre sur mon Princesse Fiona et sur mon morning, parce que c'est des... Le Princesse Fiona, de manière, je le ferai que quand j'aurai fini mon morning Engelberg. Et le morning, j'ai dû faire un motif de torsade et puis c'est tout. Donc je vous le montre pas, ça sert à rien. Je vous le montrerai quand il sera beaucoup plus avancé, voire fini. Voilà. Mais par contre, j'ai commencé quelque chose d'autre dont je vous avais parlé dans le précédent podcast. Donc c'est un gilet pour la fille d'une de mes amies. Donc voici le modèle. Donc c'est le modèle Pecten de Sandrine et compagnie. Donc c'est un petit gilet. Donc moi je le tricote en taille 2 ans. Et je le tricote en Baby Mérinos de chez Drop, coloris fuchsia. Donc voilà, je les ai reçus. Donc dans le précédent podcast, je n'avais pas reçu la laine. Donc alors, si je le mets dans ce sens-là, voilà. Donc j'ai découvert cette laine grâce à Madine Crochet. Hein. Je refais un petit coucou. Donc vraiment super heureuse du résultat, c'est super doux, super moelleux, vraiment je pense que pour un bébé c'est parfait. Donc voilà, donc j'ai commencé, donc bon j'ai pas fait grand chose hein, mais j'ai déjà fait 2 petites manches. Donc là il se tricote comme ça ce modèle, il faut faire d'abord les 2 petites manches et ensuite donc les 2 petites manches, donc voilà je vous montre ce qui m'a beaucoup plu dans ce patron, c'est le petit détail des manches. Donc ça représente une
une petite coquille Saint-Jacques, enfin voilà, un petit coquillage. Je reste dans le thème coquillage, nacre, je suis très Armani. Ouais. Donc voilà, donc on tricote les 2 manches, on les met en attente et ensuite on tricote avec des aiguilles circulaires, donc hop, voilà, le gilet, donc comme ça, moi je commence par là on commence par le bas, on fait une répétition du motif en hauteur, et ensuite ça va être tout droit, on va reprendre au niveau des manches, il va y avoir des diminutions ici, et si j'ai bien compris, ensuite on fait une bande de petits coquillages qu'on coud ensuite sur le devant du gilet. Et dans chaque coquillage, il y a une boutonnière pour fermer le gilet. Donc voilà. Donc, voilà, bon, là vous ne voyez pas, mais j'ai fait un tout petit peu de la... Voilà. Donc il faut quand même être concentré sur cette partie un peu de dentelle. Mais après, je pense que comme j'aurai fini mes chaussettes, pardon, ça sera mon projet dans le métro pour la partie jersey toute droite où il n'y aura pas trop à réfléchir et ça prend pas trop de place, donc ça va. Donc voilà, mon projet en cours vraiment du moment. Bon là j'ai commencé cette semaine quoi, donc enfin on est lundi là, mais j'ai commencé la semaine dernière comme les collections étaient finies. J'ai eu enfin du temps pour avancer un peu plus ce projet pour petite fille qui me plaît vraiment beaucoup. Et je vous avais aussi parlé durant le précédent podcast que je voulais faire aussi un autre gilet pour la fille de ma copine Marie-Laure, qui est donc l'autre gilet, il s'appelle Petite Denise d'Émilie Louis, je crois. Voilà. Et donc j'avais fait une commande aussi, donc je vous montre la laine que je vais prendre. Donc c'est toujours de la Baby Merinos de chez Drops. Et donc, bon là j'ai été un petit peu déçue par la couleur. Elle rend bien hein, à l'écran, mais sur mon ordinateur ça devait être vert menthe. Et là c'est plutôt bleu-gris. Voilà. Bon, c'est très joli, ça fait très vintage comme je voulais le résultat du gilet. Donc ça me convient très bien, mais bon, c'est pas tout à fait le vert menthe, parce que ma copine elle est fan de vert menthe. Donc, mais bon, ça fera très joli. Vraiment très belle couleur. Voilà. Donc quand j'aurai fini celui-là, je m'attaquerai à ça. Voilà, ensuite, donc je vais passer, donc mes projets en cours, c'est à peu près ça. Ensuite, je vais vous parler de mes futurs projets, donc ceux que j'aimerais bien faire. Donc la petite Denise, ça en fait partie. Et aussi le mascotte. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, mais j'avais pas sorti la pelote que j'ai déjà et que je voudrais associer. Donc je vais aller vendredi au salon de l'Aiguille en Fête, en nocturne, puisque c'est moins cher. Du coup, voilà. Je vais pouvoir plus me faire plaisir en achetant de la laine qu'en payant le billet d'entrée. Voilà. Donc, pendant le salon de l'Aiguille en Fête, j'aimerais trouver des sèche-chevaux pour aller avec celui-là qui est destiné à mon mascotte. Voilà. Donc ça c'est une pelote de Hedgehog Fiber coloris Monarch. Voilà. Donc elle est superbe. Du jaune, du rose, du noir, du orange, du beige. Donc je le verrai bien ce coloris là avec les rayures associé à un bleu marine très très foncé, voire du noir. Voilà. Et faire des inserts de cette couleur là en très jaune, non jaune, vraiment pop, ou alors en rose, mais j'ai peur que non. J'aimerais bien un truc jaune en fait, j'aimerais bien un truc genre marin, bleu et beige, enfin, voilà, et du jaune bien pétant pour mais bon, il faudrait un jaune du même ton. Ah voilà, c'est ce jaune là que je veux trouver, ce jaune vraiment un peu pétant. Bon, il paraît pas forcément très pétant là, très clinquant sur la vidéo, mais voilà, peut-être ici, je sais pas, non, ça fait pas super jaune, peut-être un peu à la lumière là, mais bon, un beau jaune. Voilà, donc j'aimerais bien trouver de la Madeleine Toche
parce que j'ai jamais essayé et en single aussi. Donc bon, j'ai repéré quelques couleurs qui me plaisent. On va voir. Au pire, si j'en trouve pas au salon, j'ai eu pour Noël un bon pour laine et tricot, donc je pourrais les acheter chez laine et tricot si je trouve pas. Voilà. Et ensuite, pour un autre projet que j'aimerais trouver de la laine. Donc c'est pour ce projet-là qui me fait vraiment envie. Donc voici la photo. Donc c'est le modèle Kera d'Isabelle Kramer. Et donc j'aimerais beaucoup aussi trouver de la Madeleine Tosh. Je crois que c'est sport. Enfin, je sais pas. Mais bon, pour ce projet-là. Voilà, en gris. En gris tout simple, comme sur la photo. Sauf que là, celui-là, il est fait avec de la laine Gilliatt de Rerum Natura. C'est la laine recommandée. Mais bon, comme moi, j'ai déjà 2 pulls fait avec cette laine-là, j'aimerais bien changer. Et donc, la Madeleine Tosh, j'ai envie de me faire un pull en Madeleine Tosh. Voilà, un pull de luxe. Et je trouve que la dentelle, là, enfin, je pense qu'elle sera super bien mise en valeur par un fil comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et donc, je vais terminer avec une autre présentation de mes prochaines chaussettes avec les laines que j'ai teintes. J'ai fait des petits tests. Donc, je vais vous présenter d'abord celle-là, parce qu'en l'autre, il y a une petite histoire de couleur. Donc, j'ai essayé de faire des laines à chaussettes en gradient, des dégradés. Donc, c'est un peu galère. Le premier truc que j'ai testé, ça a fait des rayures. Donc, c'est des grosses rayures. Donc, pour des chaussettes, c'est pas très beau. Enfin, j'en ferai peut-être quelque chose. Hein. J'ai commencé un peu à faire les chaussettes, mais ça me plaît pas trop le résultat. Et bon, je me dis, bon, c'est de la laine gâchée, mais en même temps, je vais pas tricoter un truc qui me plaît pas. Donc, voilà. Et donc, le deuxième essai que j'ai fait, donc j'ai fait une autre technique qui prend beaucoup de temps, mais dont le résultat me plaît. Donc là, je les ai mis en écheveau, donc on voit pas forcément le dégradé. Mais donc voilà, le résultat. Donc c'est un bleu foncé qui va vers le jaune fluo. Voilà, donc là sur les... Et donc j'ai fait 2 écheveaux, parce que je vais faire 2 chaussettes. Donc 2 écheveaux, j'ai divisé mon premier écheveau principal, enfin de base, en 2 petits. Et donc ensuite, j'ai fait 2 petits dégradés. Donc j'espère que le dégradé s'arrêtera au même endroit. En fait, j'ai déjà fait des chaussettes dégradées pour ma grand-mère. Voici la photo. Et donc j'ai refait avec du fluo. Donc ça, c'est un peu... Parce que en fait, c'est un peu Nemo. Un peu comme Dory. Moi, je crois que c'est Dory. Enfin, le poisson. En fait, c'est des chaussettes Dory. Voilà. Ouais, c'est un peu l'hommage. Voilà. Donc, c'est un peu farfelu comme couleur, hein, jaune fluo, mais bon. Donc, je pense que là, je vais faire comme pour celle de ma grand-mère. Je vais faire des chaussettes de la Schtroumpfette, qui aura juste la petite torsade, et puis ben, l'originalité viendra de la couleur. Donc voilà. Je sais pas si ça vous plaît. Moi, je les trouve très originales. Bon, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai utilisé ce jaune fluo. Et donc, pour faire mon autre écheveau que je vais montrer, j'avais mal rincé ma casserole. Et donc, quand j'ai teint l'autre écheveau, j'ai eu une petite surprise que je pense pas qu'on voit là à la vidéo. Mais donc, je vous montre mon deuxième écheveau que j'ai teint, donc, que j'adore. Vraiment, celui-là, je crois que c'est mon chouchou. Je suis super fière. Si, on voit un petit peu. Et donc, comme vous voyez, il y a un petit accident qui n'était pas prévu, mais en fait que j'aime beaucoup. Le résultat, c'est il y a des petits bouts de jaune qui sont venus s'insérer dans mon bleu pâle. Voilà, et donc j'ai essayé de faire des petits splashes là, comme on voit un peu partout. Je trouve ça vraiment joli. Donc voilà, donc à la base c'est un bleu gris très clair. Et j'ai fait des petits splashes de bleu foncé et de rose fuchsia, ce qui donne des endroits où il y a du violet. Donc voilà. Donc ça, je vais m'en servir aussi pour faire des chaussettes. Et j'aimerais bien faire des chaussettes en dentelle, enfin avec un point dentelle. J'en ai déjà 2 paires avec de la dentelle et ça fait vraiment chouette. Donc voilà.
Et ma maman m'a demandé, parce qu'elle s'est mise aux chaussettes, je vous avais dit que je lui avais offert un écheveau d'Eden Yarn et elle m'a demandé de lui teindre de la laine aussi, un peu comme celle que j'ai fait pour ma grand-mère, donc en dégradé. Donc je vais faire ça. Alors mon dégradé, je sais pas vraiment si c'est la bonne méthode pour faire de la teinture et pour obtenir un dégradé. Bon, c'est pas peut-être pas le rendu n'est peut-être pas très orthodoxe, mais bon, bah ça va bien pour des chaussettes, hein. Je ferais peut-être pas un châle parce que c'est pas aussi fondu que le résultat que je peux voir chez d'autres, on va dire des professionnels de la teinture. Voilà, mais ça me plaît bien, c'est rigolo. Pour moi, voilà, ça me permet d'avoir des laines que personne n'a. Et bon, voilà. Voilà, j'ai fini, je pense. Bon, j'espère que je vais réussir à faire le montage. Étant donné qu'on a été coupé, j'espère aussi que j'ai pas perdu toute la première partie. Donc je vais voir ça tout de suite. Et voilà, si je m'arrache les cheveux ou pas. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous aura plu. Je suis bonne entendeuse pour toute suggestion et critique. S'il y a des choses à revoir, si vous voulez d'autres informations sur n'importe quel projet. Voilà, j'ai été ravie encore une fois de faire ce podcast. Et ben, je vous souhaite plein de projets de tricot. Et pour celles qui vont au salon de l'aiguille en fait, je vous souhaite de dépenser beaucoup d'argent en plein de laine et vous faire plaisir parce que ben, hein, ça sert à ça, on travaille un peu pour ça. Et donc voilà, et puis ça permet de partager. Donc voilà. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ben, à dans un mois et j'espère que j'aurai des projets à vous présenter. Voilà. Allez, salut à tous. Toutes.